Ta peinture est très érotique. Picasso, je crois, disait que l'art ne peut être qu'érotique. Tu peux me parler un petit peu du rapport entre l'érotisme et ta peinture? Oui. Je vais répéter plus ou moins. Je vais faire un doublon doucement. Un doublon, j'étais dans un état manifestement crispé quand on m'avait posé la question auparavant de l'érotisme dans ma peinture. Ça m'a mené à la crispation parce que la question me ramenait à la grande contradiction de l'image qui est sacrificielle et qui va être toujours perçue comme une petite mort. C'est-à-dire que l'image ne peut pas substituer la vie et que là on est dans n'importe qui fasse de la peinture, même si c'est pas érotique, et encore plus si c'est érotique, parce que disons que le problème de l'image devient plus puissant quand on élabore une peinture érotique. Et si je tenais à répéter plus ou moins la suite des propos que j'avais tenus dans la prise précédente, et d'en faire doublon de celle-ci, c'est pas par une question de style d'un côté, l'amour de la répétition, qui ne serait plus mélancolique comme le veut le dogma analytique, mais aussi parce que je tenais au besoin de dire que je venais de me rendre à un musée, ce qui à cause de ma sensation de stigmate dans la famille que je sentais porter sur moi, je n'osais plus faire depuis un moment. Bon, je suis allé voir Picasso érotique et quel espoir. Infamie à cause de quoi? À cause du fait que tu peins de l'érotisme et qu'aujourd'hui c'est mal vu? Oui, oui, quelque part, il y en a, disons, une partie du public, disons la partie du public qui serait solvable, qui serait capable d'acheter mes tableaux parce que des amis à moi aiment ma peinture. Et il y en a des gens qui aiment ma peinture, mais ils peuvent. Je leur vendrai les tableaux, je ne pourrai avec eux que faire un troc. Tu vois, donc les gens qui appartiennent à la classe high class apprécient la peinture de Picasso jusqu'à la date présente. On va voir qu'est-ce qui se passe après. Pour l'instant, Picasso est côté maximum, tout ça. Est-ce que je vais faire tomber la côte du fait de vouloir répéter cette espèce d'utopie de Marlon Brando, Picasso, qui se retirent dans leur cours, dans leur espèce de sérail, tout en étant communiste, en fait, c'est Ta peinture est érotique de bout en bout, Manuel. Est-ce que l'art ne peut être qu'érotique, comme disait Picasso? c'est faux. Ah, pourtant, dans ta peinture, on trouve très rarement des paysages, très rarement des natures mortes, mais essentiellement des représentations de nus ou de scènes amoureuses. Je suis allé voir une voyante qui m'a dit peignez vos désirs et accrochez-les au mur et regardez-les. Et la question c'est que moi, mon désir, à cette époque-là, je pense c'était l'amour. Et l'amour, ma manière de le représenter, c'était l'érotisme.
Parce que l'amour spirituel et tout ce qu'on m'a parlé, les coulées, les mnons et tout ça, c'est très difficile que ça soit un tableau vraiment... on ne prend pas plaisir à le faire. Tu veux que je dise autre chose? Je sais pas, je voudrais que tu développes un petit peu pourquoi tu ne peins que des femmes et que des femmes... Que des femmes, parce que je préfère l'amour avec les femmes que l'amour avec les hommes. À cause du fait que c'est très rare, c'est très difficile, la communication entre hommes est très complexe, très... et avec les femmes aussi. Je ne peux pas parler au général comme ça parce que ça devient... Sur ce plan, pourquoi je peins des femmes, c'est par la même raison que Francis Bacon peignait des hommes. Parce qu'il préfère avoir un modèle nu homme et faire l'amour qu'avoir... Il n'aimait pas faire l'amour avec les femmes. Francis Bacon, qui est un grand maître de la peinture. Donc quand la journaliste l'interviewait, pourquoi vous peignez des hommes et pas des femmes, sauf ses amis, bien sûr, mais ses amis n'étaient pas nus, parce que ses amis étaient à prendre le café avec lui. Elle prenait le café, et il les peignait habillés. Mais les hommes étaient en train de faire l'amour et les peignaient nus. Après, qu'est-ce que si la peinture est bien ou mal, le mal et le bien dans l'érotisme. Si on me dit qu'un nu où l'on voit telle ou telle partie plus clairement, c'est violent, la violence du nu serait une question de contexte et de réception. Peut-être pour cette personne, ça le ramenait à une situation violente d'être à côté de moi en train de regarder un tableau où il avait en effet envoyé quelque chose. Mais ça, dans un autre contexte, ça pourrait être parfaitement agréable. Donc, je pense qu'en effet, la grande problématique qui existe pour l'image, pour la peinture érotique, c'est pas être coupé de sa narration. Mais ta peinture nue n'est jamais violente. Ah non, ma peinture n'est jamais violente, mais la violence, c'est bien que la critique de ma peinture a été faite sur le fait que, en peignant les femmes, je m'appropriais de leur âme. Ça a été fait, et ça n'a pas été fait par des animistes, mais par des gens à origine chrétienne ou musulmans. Non, les musulmanes m'ont dit que j'avais pas honte, les femmes musulmanes. Mais elles m'ont dit aussi que j'étais un frère. En revanche, les femmes à origine chrétienne devenues féministes m'ont dit que je m'appropriais de l'âme, non, du corps de la femme, du fait de les faire en peinture. Et comme si ça me rendait moi le seul propriétaire, pendant qu'elle, elle pouvait aussi regarder ces corps-là. C'était pas comme les toilettes entre hommes, entre femmes, la peinture serait démocratique. Mais en effet, je me suis posé la question, je n'ai pas voulu fermer les oreilles, ne pas écouter. Et c'est ça, et donc je reste toujours ouvert au dialogue. Mais je tiens certainement au fait que je sais que c'est quelques femmes qui se sont posées dans cette critique radicale de l'image érotique ne sont pas les seules qui peuvent exprimer un avis sur l'image érotique, et que d'autres femmes m'ont exprimé d'autres avis qui en revanche m'encouragent à continuer d'être peintre. Donc
sans vouloir dire que tel groupe de femmes ou tel autre groupe de femmes ont la raison, je dis que Mais tu t'en fiches de toute façon de non, soi. non, non, je me fiche, non, c'est faux. Pour moi, c'est important la vie de chaque personne. Je pense que chacun Oui, mais doit écouter tout le monde. Tu ne peins pas en fonction de ce qu'on va te dire, tu le sais bien. C'est pas parce qu'on va critiquer un de tes tableaux que tu vas arrêter oui, de peindre des couples. Romantique de moi comme quelqu'un qui défie la loi ou qui. Non, pas du tout. Pas du tout, mais simplement le courageux blasphème, le courage blasphématoire de l'artiste. C'est l'anarchiste à la Léo Ferré. J'ai ce côté-là, mais non pas vraiment. C'est-à-dire que. Ma ressemblance à Léo Ferré, c'est la gueule de Métèque. Oui, j'ai ce côté-là, mais c'est pas une révolte c'est pas, disons que, malgré que mon atelier est devenu une espèce de barricade, de facto, c'est-à-dire que oui, il y a un côté barricade dans l'effet de l'insistance sur la peinture et la peinture et la peinture, et la littérature aussi, et tout ce qui soit artistique, et comme ça, et le plus possible, et mettre comme ça fait une barricade dans le système. Ça fait une barricade de facto pour le marché, parce que je suis en train de produire de la bonne qualité, sans que cela soit dans les réseaux. Oui, c'est ça une barricade, mais les barricades sont de fait comme ça. Donc, si en plus on est signalé pour cause d'érotisme, j'ai encore plus de chances de perdre l'œuvre. Donc c'est une œuvre fragile. De perdre l'œuvre, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le blackout, c'est-à-dire le poids de la censure, la vraie censure, la disparition de l'œuvre. Donc, mais c'est pas ça qui va te faire renoncer à peindre, à essentiellement faire que ton art est un art érotique. Oui, oui, c'est-à-dire que j'ai du mal à me recycler en peintre de nature morte, si c'est ça que tu veux dire. Je ne pourrais pas faire autre peinture que celle que j'ai fait, c'est-à-dire que la peinture de... Bon, aussi les portraits, mais disons qu'une peinture où ce qui prédomine, ou ce qui mobilise l'acte de peindre, c'est l'amour courtois, avec plus ou moins d'érotisme, parce que le rapport peut ne pas être physique. J'ai des modèles où c'est un amour admiratif, c'est une amitié plutôt, on pourrait parler d'amitié, on doit parler d'amitié, il n'y a pas un autre mot, et il n'y a pas une autre amitié dans ma vie que ces amitiés-là, des amis qui ont posé. Et ça ne veut pas dire qu'on a tout fait. Mais disons que oui, que ce qui mobilise, c'est une certaine émotion, une excitation de la vision, du regard et de ce qu'on fait voir à l'autre, de ce qu'on fait voir dans les tableaux. Et c'est pas à l'autre, c'est pas comme dans la télévision, la peinture. Le problème, c'est que maintenant, on ne sait pas faire la différence entre télévision et peinture. Et c'est pour ça que la peinture devient objet de critiques de tous les côtés. Donc, comme si c'était le péché originel de l'image. Excusez le niveau un peu mixte de mon discours, mais c'est un appel à la prudence. Si
personne n'est obligé de tout connaître dans l'art. Le fait qu'un artiste existe n'oblige pas l'humanité entière à se mettre au courant de ses moindres créations. De ses moindres créations. Si quelqu'un aime les créations, en effet, il peut et qu'il aime les types de créations, disons les créations disons qu'il y a un contrat tacite entre le public et l'artiste qui est toujours en train de se reformuler. Cet entretien déjà est une tentative de donner forme à l'approche entre artistes et public ou institution, artiste-institution, artiste-public, artiste-consommateur. Qu'est-ce que l'artiste érotique, qui en fait n'est pas un artiste érotique mais un être humain, mais que son œuvre est érotique? C'est pas l'artiste qui est érotique, mais quelque part on juge l'œuvre comme si c'était celle que, en fait, c'est la question de l'infamie qu'on avait parlé. C'est par là que j'ai parlé de l'infamie qui tombe immédiatement dès qu'il y a du nu. D'une manière ou d'une autre. Et elle peut tomber sur la modèle, elle peut tomber sur l'artiste. Et ça, c'est dialectique permanente. Et on voit les tableaux? Oui. Le visage? Maintenant, oui. Jusqu'où on peut zoomer? Alors, attends. Il est magnifique ce tableau. Tu peux m'en parler un petit peu? C'est un tableau Oui. qui a été réalisé à Grenade. Oui. J'avais posé pour toi. C'est un de mes préférés. Oui. Tu sais comment je l'ai fait? Oui, je me souviens. Dis-moi. Tu étais dans ta chambre. J'ai pris des photos. La qualité n'était pas très bonne parce qu'à cette époque-là, les caméras digitales étaient parmi les premières. Mais ça servait idéal parce qu'on ne pouvait les imprimer qu'en noir et blanc, souviens-toi. Il n'avait pas de couleur. Et donc ça fait comme une espèce de boche grisaille. Et je me suis dit, je vais faire ça en couleur, mais j'arrivais pas. Le premier jour, j'ai pas pu, souviens-toi. Tu te souviens pas? Bon. Le premier jour, je ne l'ai pas fait. J'ai préparé la toile, j'ai donné la couche blanche, j'ai fait sécher. Par la suite, je suis allé, j'ai essayé de voir mon analyste qui était près des arènes de Grenade, de la Plaza de Toros. Et elle n'était pas dispo. Mais elle m'a dit, va voir mon copain. Et je le connaissais parce que j'avais parlé avec lui d'autres fois, parce que il y avait comme un collectif d'analystes à l'époque, à ma ville natale, en Andalousie, d'analystes lacaniens. Il y avait un collectif d'analystes lacaniens. Et quand je ne pouvais pas parler avec mon analyste, j'ai parlé avec son copain. Et il me dit,
je lui dis, c'est que j'arrive pas à faire. On avait fini la séance, j'avais parlé de mes contradictions émotionnelles, je sais pas quoi. Et on sort ensemble parce qu'il n'avait rien à faire d'autre. Il attend son bus, moi j'attends mon bus. Je lui dis, mais je ne sais pas comment faire, je vais faire un tableau, mais la couleur. Il me dit, fais comme Lucian Freud. Je dis, comme Lucian Freud, comme Lucian Freud. Lucian Freud, c'est pas que j'aime pas, j'admirais. Mais la couleur en particulier, c'était pas ce que j'admirais parce que ça me ramenait à Velázquez. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire comme Lucian Freud d'un côté, parce que l'idée, c'est la pâte, mettre beaucoup d'huile. Parce que un peintre mexicain, Samuel Melendres, était parti de Grenade pour toujours, au Mexique, pour presque toujours, sauf s'il revient. Et m'avait laissé à l'atelier un cadeau, des restes d'huile qu'il gardait, mélangé, de gratter la palette, quand il peignait avec beaucoup de pâte, et il grattait la palette, et ça faisait des gris avec des couleurs mélangées. C'est un gris non homogène. C'était une merveille. J'avais ça dans des boîtes de rouleaux photographiques. Et j'ai commencé à sortir comme si c'était de la marmelade, à les repeindre et faire autour. Mais j'avais bien dessiné, non pas au crayon ni au charbon. J'avais commencé directement à peindre les nus. Mais surtout, disons que ce qui a fait sortir la figure, c'est que j'ai fait un clair-obscur. Parce que la pâte de Samuel avait des gris qui étaient toujours avec des étincelles d'autres couleurs. Et comme j'avais pas suffisamment de rouleaux, parce que la surface est énorme, c'est un grand tableau, du moins pour moi. J'en ai fait d'autres comme ça, grands, mais disons que c'est pas tous les peintres qui peignent à l'huile sur des formats comme ça, ou du moins à mon époque c'était compliqué de pouvoir les faire. Donc quand j'avais besoin, que j'avais pas suffisamment, je diluais, donc je mettais de la térébenthine, mais j'avais aussi du vernis hollandais et de la térébenthine vernis hollandais et de l'huile de lin. Et tout ça pour rallonger un peu la tâche. J'ai fait une ébauche de meubles m'inspirant de la peinture de Balthus. Et j'ai décidé de mettre de la couleur différente dans les bas, ce qui n'était pas ni dans la photo ni dans tes bas. Tes bas étaient monochromes. Mais là j'ai fait des bas d'Arlequin, parce qu'il y avait quelque chose qui revenait de l'affiche du cirque, au fond, dans mon imaginaire, de ces affiches de cirque, où il y a une femme. Et là, je ne sais pas, je crois que l'enfant voit quelque part l'avenir. N'est-ce pas? Je vais couper parce que j'ai plus de batterie. Merci. On continue. Donc on disait que tu avais vu ton analyste, que tu lui disais que tu ne savais pas comment aborder le tableau, c'était ça? Et après on est passé sur la couleur. Donc tu me racontais comment tu as mis cette couleur-là sur la toile. Oui. On peut reprendre là, puisque j'étais à court de... Donc je continue la narration du processus de peinture de ce tableau, à titre d'illustration de comment on réalise un tableau érotique. Bon. Mais ce qui est curieux, c'est que tu as pris des photos alors qu'habituellement tu ne peins jamais d'après photo. J'ai réalisé quelques nus d'après photos prises par moi, je veux dire, pas copier des photos de magazines, mais en tout cas c'était pas...
je considérais cela pas très... C'est-à-dire que je pense que si on représente dans un tableau... En principe, je partais du principe que si je représentais quelqu'un dans un tableau, c'était quelqu'un que je connaissais, que c'était pas... Je peignais pas le président Kennedy ou Marilyn Pompidou. Donc pour une fois, tu as pris une photo de moi là. Et alors pourquoi? Parce que j'ai posé là, je me souviens aussi. Comment ça s'est passé? Oui, quelque part, j'étais peint, j'ai peint donc dans ces nus, les personnes, c'est Ève Livet, donc, j'ai T'as pas pas besoin de le dire fait puisque je suis derrière la caméra. Tout, oui, oui. Bon, attends, on va recommencer. Ça tourne. Alors, repose-moi la question. Non, on en était à... Tu parlais des couleurs, donc des couleurs que tu avais mis sur ce tableau. Et comment tu l'avais réalisé? Comment ça s'était passé? Ce grand nu. J'ai parlé des couleurs pour parler du tableau, pour parler de la peinture érotique. Et... je vais regarder déjà les tableaux parce que je suis en train de les tourner les dos et du coup j'oublie certaines choses. Ah, intéressant. Je vais reprendre le processus d'élaboration du tableau. Mais il y a un processus de retouche à Paris. Le tableau a été peint à Grenade. Mais le soutien-gorge a été non pas ajouté parce qu'il était déjà dans les tableaux originels qui est reproduit dans les livres de Livet, Montero Select Paintings de 2005. Dans ce livre-là, on voit ces tableaux. Mais le soutien-gorge, en 2000... en 2006 ou 2007, 2006 ou 2007 ici à Paris, déjà suspendu ici, je suis revenu avec des couleurs Sennelier qui est une marque hyper chère. Mais très bonne. J'ai mis des... Je me suis dit, je vais prendre les couleurs vraiment traditionnelles de la peinture qui sont devenues choses rares et je vais faire quelque chose de luxueux sur les tableaux. Avec des couleurs chères, je vais peindre à nouveau le soutien-gorge. Mais parce qu'il ne te plaisait plus? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas qu'il ne me plaisait plus. C'est que j'avais regardé à nouveau tes seins et je m'étais dit qu'il fallait que je les repeigne comme je venais de les voir. Et que le mieux c'était de les faire là. Et donc j'ai peint ta poitrine. Mais ça tu l'as pas vu parce que... Oui, c'était un week-end, j'étais partie et quand je suis revenue... J'avais pas de caméra, j'ai pas pris de photos. Quand je suis revenue, il y avait un autre... il y avait un autre et après je me soutien-gorge. suis dit non, le tableau doit rester comme à l'original. Et j'ai refait le soutien-gorge. Mais cette fois-ci, le soutien-gorge c'est du luxe parce que j'ai mélangé, j'ai utilisé par facettes de noir de vigne, facettes de noir d'ivoire. Donc il y a deux pigments noirs nobles dans les soutiens-gorge et quelques sombres à la manière impressionniste, bleuâtre avec du bleu royal. Moi j'aimais bien comme le soutien-gorge d'avant. Mais bon. Oui, mais celui-là c'est un chef-d'œuvre en soi, c'est quelque chose... C'est du fétichisme, que voulez-vous? C'est une variété, une diversité de la libido. Les peintres sont fétichistes. Et le fétichisme est lié à notre idée du luxe qui en fait ne devrait pas être capitalisée par l'avarice et l'usure, mais être à la portée de chacun. Mais on a besoin
en tant qu'être existant, démocratique, horizontal, à sa partie du luxe et du fétichisme, parce que tous ont fait des fixations sur un objet, sur quelque chose, on a son petit ours en peluche, et l'adulte peut, c'est pas le cas toujours, c'est pas pour tout le monde pareil, mais il y en a des gens comme toi ou moi qui aimons, toi tu aimes les tableaux, moi j'aime les tableaux, toi aimes poser, c'est ce que j'avais cru, j'avais senti de moi sur le moment. Je ne peux pas capitaliser les souvenirs, donc du coup, en effet, les souvenirs peuvent être réécrits toutes les fois que la dialectique historique nous demande, mais au moment présent, on était pour affirmer que l'art érotique avait sa place dans le monde, dans quelques mondes, plus ou moins. Donc écoute, quand on voit ce tableau, on en revient à la citation de départ, que l'art ne peut être qu'érotique avec toi. Ce tableau est extrêmement érotique. C'est bon. Disons, je peux faire des portraits. Les portraits, on ne les considère pas érotiques. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas qu'il ne peut être qu'érotique. C'est-à-dire comme si j'étais complètement immobilisé dans l'acte sexuel en permanence. On ressent cette émotion quand on le fait. Peut-être quand on fait l'amour, on voudrait que ça soit l'éternité, soit comme ça, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas des choses désagréables, ni de rien. Et donc, tu as fait une photographie en noir et blanc, je me souviens, oui. Et tu l'as peint la nuit, parce que la nuit, j'avais du mal à poser et je dormais. Donc tu es reparti de la photographie pour continuer ton tableau. C'est ça. Hein? On était dans la narration de ce tableau. Oui. Et il y a une partie du processus de ce tableau qui est écrite dans El prolétariat en apuros. Mon roman, c'est en plusieurs volumes. Hein. C'est en plusieurs volumes et ça a été édité par Meligrana. Je raconte les appels téléphoniques entre différents moments. Donc tu l'as fait en pratiquement... retourner au roman, oui, parce que tu te souviens plus. Mais je crois que tu l'as fait en pratiquement une nuit, celui-là. Très vite. Si, une nuit. Mais attends. Sauf la retouche ici à Paris, quoi. Si. Et disons, si, je peux raconter ce que j'avais raconté. Bon, non, c'est ce que je ne vais pas raconter parce que je vais tout inclure. Ça a été toujours ma démarche. Donc, j'ai expliqué les laps de temps de la facture de l'ensemble du tableau. Ça n'empêche que peut-être il faut séparer en deux faces l'effet de constituer la masse du fond et le travail de la figure. Mais c'est qu'en fait, il y a eu des passages d'une étape à l'autre à tout moment. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé le fond, je revenais sur la figure, et quand j'ai travaillé la figure, je revenais sur le fond. Mais qu'il y a eu quand même fond et figure. Et bon, l'effet d'estomper les mains, tout en maintenant un geste qui viendrait de la tradition de ces mains dont les doigts sont articulés chez Ingres ou Pierre Klossowski. Et donc des mains qui expriment à travers la position des doigts quelque chose ou qui suggèrent des gestes, mais qu'après ça avait été un peu estompé pour pas charger trop de traces et de lignes le tableau,
tout en laissant un peu quand même monter à la surface, comme l'Atlantide, selon Platon, monte à la surface de la mer parfois. Laisser monter à la surface les dessins originels, donc les mains sont légèrement estompées. Et le pubis est fait dans une tonalité grise qui le rend presque comme comme quelque chose qui serait transparent par rapport au tableau ou qui serait de l'ordre du non représenté, malgré que la touffe pubienne est parfaitement définie et visible. Nonobstant, il n'y a pas un travail de détail sur les poils. Si on remonte vers le visage, j'aime beaucoup le visage est traité de façon extrêmement simple et rapide et extrêmement beau, très 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 fin. Merci. C'est que j'avais une vision très présente à l'âme de ton visage. Mon choix de couleurs à cette époque-là, d'abord pour les pastels, parce que la première chose que j'ai achetée de la marque Sennelier, c'était les pastels. Et j'ai choisi toutes les couleurs de pastels par rapport à la représentation de ton visage et ton corps. Donc j'avais besoin d'un bleu turquoise ou bleu cobalt clair. Entre turquoise et cobalt, j'aimerais revenir sur cette couleur de pastel pour tes yeux, parce que tu as les yeux bleus. Et j'avais besoin d'un ton jaune semblable à tes cheveux blonds, que je voyais blonds, châtain clair, mais que pour moi tu étais une blonde. Je suis plutôt une... oui, châtain. Et tu es une blonde, je veux pas non, une châtaigne. Faire la digression là-dessus, mais... Bon, je ne suis pas une brune andalouse, ça c'est vrai. Bon, les yeux bleus, donc j'avais besoin d'un couleur de peau bronzée et d'un couleur de peau claire pour faire les contrastes dans les sangs entre les parties bronzées et non bronzées. Et là, je suis en train de fausser parce que je n'ai pas choisi vraiment comme ça. Oui, mais là, on ne parle plus du tableau, on parle de... Mais il y a eu les choix d'un minimum, le côté d'analyse ça vient de la peinture de Wesselmann, hein? La couleur de la peau. Pardon, dis-moi. Non, rien, non. Non, tu parlais des pastels, mais là, on a dérivé sur d'autres œuvres que celle-ci. Ce que ça concerne l'érotisme, la pulsion est très liée à l'instinctif, et l'instinctif est animal. Et la coloration de la peau, donc quand ça rentre dans le domaine de la peinture, on l'observe déjà dans la peinture italienne, de la vénitienne surtout. C'est là qu'il y a un grand érotisme dans l'image, dans la peinture vénitienne, mais dans toute la peinture italienne. Comment on l'a appelé ce nu déjà? Ça s'est arrêté? Non, non, non. Ça continue? Je me rappelle plus du titre. Ah, le titre c'était un casse-tête parce que j'ai jamais vraiment trouvé le titre que... On a un titre qui était provisoire et qui est resté, qui est Desnudo Interior. Ah oui, Desnudo Interior. Numéro 1. Numéro 1 parce qu'il y en a, c'est une série, il y en a d'autres nus qui sont quelque part, sont enroulés, ils sont en stock. Il pourrait être vendu, il pourrait être exposé ou donné, ou je ne sais pas la destinée qu'on veuille donner dans le nouveau monde à la peinture.
On ne voit pas les pieds. J'ai mis mes photos devant. J'ai emmagasiné mes photos devant, c'est pour ça, je suis désolée. Bon, on peut voir les pieds, on peut voir la suite de ton tableau sur ton livre. Dis-moi quelque chose. On va terminer. Te quiero. Gracias. L'art ne peut être qu'érotique. L'art ne peut être qu'érotique est la question posée par Eve Livet à la caméra. Et en effet, je suis interpellé dans la mesure où, quelque part, ma peinture, dans ces tableaux à l'huile de 2004, réalisés à Grenade dans des conditions les meilleures que je pouvais trouver à ce moment-là, puisque en fait mon atelier espagnol encore était en état plus ou moins, pas comme je suis parvenu ou arrivé à réussir à peindre ici dans des encore meilleures conditions, mais c'était déjà pas mal par rapport à ma migration à Barcelone, en Catalogne, où vraiment j'avais pas d'atelier. Donc quelque part c'était déjà comme une reprise d'espace pour le travail. Il est vrai que je réalise la plupart de mes tableaux d'après modèle, et donc c'est le cas. Mais il faut dire que j'ai parti d'une étude préalable. Donc ce tableau-là a une première étude à petite taille. Mais je sentais qu'il fallait que la force spontanée de la pose passe dans les tableaux, dans la mesure où, si on en est dans l'érotisme, on en pense à l'image comme douée d'une espèce d'énergie en elle-même, visuellement énergique. Donc, j'étais soumis à ma propre situation d'étudiant, d'ancien étudiant précaire, mais j'avais gardé quelques sous pour pouvoir payer mon ami artiste Sandra Martinez pour qu'elle fasse le babysitter avec mon fils que je ne voulais pas laisser seul pendant que je faisais ces tableaux qui allaient me prendre toute la nuit. Donc j'ai jamais payé un babysitter, c'est la seule fois de ma vie où j'ai payé un babysitter, et c'était un ami artiste aussi qui savait que j'étais en train de peindre. Donc aujourd'hui, c'était la fermeture de l'expo Picasso érotique, où vraiment les peintures ne sont pas érotiques, mais c'est un titre accrocheur intéressant. Picasso, c'est intéressant, et il y a une identification paranoïaque de tout peintre espagnol avec Picasso. Tous les peintres espagnols, à un moment ou à un autre, voudraient avoir un peu la chance de Picasso. Donc, je suis interpellé aussi de ce côté-là. Faire apparition là-bas, dans l'état où je me trouve, en tout cas, avant que ça coupe, je voulais commenter deux choses entendues au cours de l'expo qui concernent donc Picasso peintre érotique, et qui pourraient concerner parfaitement ma situation en tant que peintre de nu, ou peintre courtois, peintre d'amourettes, ou peintre de muses, ou peintre des femmes philosophes. J'ai peint des nus des Livet avec des lunettes, portant des lunettes. Donc c'est des choses qui pourraient
apparaître de prime abord pour un regard formaté comme dévalorisantes pour la femme, mais la question c'est qu'elles ne le sont pas, c'est-à-dire que l'approche d'un peintre qui ne demande pas d'enlever les lunettes à sa modèle parce que pour pas s'ennuyer, elle peut lire, donc, et qu'elle la représente dans son peinture qui veut être belle en tant que nue, en tant qu'image épithalamique. Épithalamique, je vous explique, c'est l'image ou les poèmes ou la musique qui décrivent l'acte amoureux, ou qui se rapproche plus ou moins ou suggère l'acte amoureux. Ça a été un besoin de représentation depuis l'Antiquité. Il est mis en question par la critique des genres, mais il faut qu'on puisse arriver à comprendre la raison de la représentation amoureuse et la représentation du corps nu, ou la représentation en tout cas qui nous ramène à penser à l'érotisme. Et je voulais dire ce que j'ai entendu comme ça de la part du public du musée Picasso qui peut-être n'est pas le même type de public que cette vidéo, ou oui, parce que dernièrement je me rends compte que je n'ai aucune idée de la destinée de ma production multimédia. Donc elle est censée être une production qui venant à l'appui d'une création picturale et qui est associée aussi en pratique théâtrale. Et ça s'est expliqué dans les livres de Vlivet, Montero Selected Paintings, 2005, édité en 2005. La présence du théâtre dans la peinture. Bon, on n'a pas encore dit ce qui était dit au musée Picasso. J'entends devant, il y a une salle, disons l'exposition était centrée dans une seule année, l'année 1932. Mais il y avait une salle où il y avait des tableaux d'autres périodes. Dans cette salle, il y avait l'autoportrait bleu de Picasso jeune, avec même un peu de barbe, ce qui d'habitude n'est pas associé à son image iconographique, mais qui est un autoportrait connu si on connaît un peu l'œuvre de Picasso, période bleue donc, et un tableau de la période rose représentant soit des mendiants, soit des jeunes artistes de cirque, en tout cas des jeunes en tenue acrobatique, c'est-à-dire c'est pas exactement du nu parce qu'ils portent comme les artistes de cirque des tenues très légères. Ce qu'ils ont dit, c'est la période misérabiliste. Et c'était un monsieur, il a balancé ça comme une exécration finale de Picasso, sous le poids j'imagine, du besoin de se détacher, c'est-à-dire de pouvoir venir. Bon, je ne vais pas expliquer pourquoi je pense qu'il a dit ça. En tout cas, je vais dire l'autre phrase. Cette fois-ci, c'était une dame devant un autre tableau. Le tableau, je n'ai pas voulu m'approcher, mais la dame a dit ce peintre, s'il peignait comme ça, c'est qu'il avait de l'hyperthyroïdie. Et ça m'a... J'ai eu la gorge serrée. Si tu veux, on arrête. Bon, c'est